Mettre de l'argent de côté à travers une assurance, est-ce un bon choix? L'épargne en assurance est-il le moyen le plus sûr pour assurer votre retraite et réaliser vos projets? Bienvenue dans le podcast NCA 5 sur 5 dans lequel nous parlons prévoyance, sécurité et d'avenir avec des mots simples. Dans ce deuxième épisode, nos invités décryptent sans filtre les enjeux de l'épargne en assurance. Nous sommes en présence de Monsieur Djeket Constant, directeur général NCA Assurance au Togo. Bonjour monsieur. Bonjour. Également Madame Touré Nadège, la directrice générale NCA Vie Assurance. Bonjour madame. Bonjour, je suis très heureuse d'être là. De même, Madame Anne-Flora Gonet, épouse Yadi, qui est conseillère en finances personnelles. Bonjour. Bonjour, plaisir. Et nous sommes tous réunis pour parler épargne en assurance, gagnant ou perdant. Avant de débuter la première rubrique, j'aimerais vous poser une question à tous les trois. Comment est-ce que vous définiriez l'épargne de façon claire et simple, en quelques mots? Je laisse la parole à Madame Nadège pour commencer. Merci beaucoup. Je dirais simplement que l'épargne, c'est ce qu'on met de côté pour assurer les jours futurs, pour se prémunir d'éventuels risques qui pourraient arriver ou tout simplement pour préparer des projets. Merci beaucoup. Et Monsieur Constant? Pour moi, l'épargne, c'est la première dépense. On s'est rendu compte très souvent que lorsqu'on veut faire face à ces autres charges, avant d'épargner, c'est de plus en plus difficile. Donc, pour pouvoir épargner, surtout en Afrique, il faut considérer l'épargne comme la première dépense. D'accord. Merci. Et Madame Anne? Je pense que je ferai une fusion des deux parce qu'effectivement, l'épargne, dans un premier temps, c'est mettre une partie de côté, mais avec un but précis. Parce que déjà, la difficulté vient du fait qu'on n'ait pas d'objectif associé à l'épargne. Donc, on met tout de suite un objectif. Et aussi, quand l'objectif est clair et qu'on finit de planifier tout ce qu'on a, elle devient tout de suite la première défense effectivement à effectuer. Merci. D'accord. Donc, je retiens de vos trois réponses combinées que l'épargne est non seulement la première dépense, l'épargne se constitue pour plusieurs raisons. Avec un objectif clair, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci. Nous avons 12 minutes dans le dossier sans filtre afin de décrypter l'épargne en assurance à travers l'histoire de Christelle et Rachel, deux sœurs qui font des choix différents en termes d'épargne. Nous avons l'histoire de deux sœurs qui ont fait des choix différents en matière d'épargne. D'un côté, nous avons Christelle, qui est une commerçante à succès au marché Gouro d'Adjamé et qui a décidé comme solution d'épargne de régulièrement contribuer à une épargne communautaire. Dans cette épargne communautaire, elle y est avec d'autres commerçantes qui la respectent et tout se passait bien jusqu'au jour où la présidente de l'épargne a décidé de partir avec la totalité de la cagnotte. Il n'y a pas de contrat entre elles, pas de papier ni autre document, juste une confiance qui a été mutuelle jusque-là. Malheureusement, suite à cet incident, Christelle se retrouve sans les mois d'épargne qu'elle avait prévus. Elle ne peut plus agrandir son commerce, ni payer les études universitaires de sa fille. D'un autre côté, nous avons sa sœur Rachel, qui travaille dans le secteur privé et qui a privilégié des solutions d'épargne en banque, mais aussi se renseigne sur des produits d'investissement. Vu la situation de sa sœur, elle a décidé de ne pas s'en moquer, mais plutôt d'aider Christelle à remonter la pente et à l'éduquer sur différents produits d'épargne. Alors selon vous, pourquoi est-ce que Christelle et Rachel ont eu deux manières distinctes d'épargner? Je vous laisse la parole, Madame Anne-Flora. Nous sommes là face à deux mondes différents. Il y a Christelle qui est habituée au monde social avec ses pairs dans le secteur informel. Donc, naturellement, il va de soi qu'elle s'adresse aux épargnes communautaires. Et par contre, l'autre, Rachel, elle a été tout de suite habituée à côtoyer des produits sophistiqués, des produits structurés comme les produits bancaires. Donc, je pense que c'est principalement la raison pour laquelle l'une et l'autre sont parties sur le choix. D'accord, donc c'est plus une question d'habitude et d'environnement. Exactement, d'environnement. Et pour vous, Constant? Je pense que c'est exactement la même chose. C'est une question de disponibilité de l'offre. Selon l'environnement dans lequel on est, on n'a pas forcément accès, ou pas facilement accès à toutes les solutions d'épargne. Donc, effectivement, chacune s'est retournée le plus simplement vers les solutions disponibles.
D'accord. Donc, il y a aussi le souci d'accessibilité qui ressort. Exactement. Et selon vous, Madame Nadège? Mais moi, je dirais que déjà, l'histoire me plaît, tout simplement parce que c'est déjà deux jeunes dames qui pensent à épargner, ce qui n'est pas évident. C'est vrai que c'est deux jeunes dames qui sont dans des secteurs différents. Oui. Et la première, Christelle, je crois, Mhm. est dans un environnement où les femmes ont appris à s'organiser. Elles ont dû s'organiser tout simplement parce que, comme Constant disait, elles n'avaient pas l'accès Oui. ou la connaissance de solutions qui pourraient les aider à mieux s'organiser. Donc, elles ont fait ce qu'elles pouvaient avec les moyens dont elles disposaient pour pouvoir déjà organiser leurs activités et surtout pouvoir épargner. D'accord. L'autre, par contre, étant dans le secteur privé, Rachel, je crois, Mhm. a les moyens, donc elle a accès à un certain nombre d'informations et pour elle, c'est un peu plus formel d'avoir accès à ces différentes solutions. Effectivement. Merci pour vos réponses. Est-ce que vous estimez que les gens sont suffisamment éduqués à l'épargne en Afrique de manière générale? Je laisse la parole à M. Constant pour répondre. Non, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais fait une étude auprès d'environ une centaine de personnes qui travaillaient dans le secteur privé comme Mel. Il est ressorti de cette étude que les habitudes d'épargne déjà sont très, très différentes. Et à la question pourquoi vous épargnez, la réponse qui m'a surpris, c'est que la plupart des gens ont répondu on épargne pour des imprévus. Et lorsque l'objet de l'épargne n'est pas très précis, n'est pas affiné, cette épargne, très souvent, ne dure pas. C'est très souvent de l'épargne pour du court terme. Je pense que cette culture de l'épargne reste à faire dans les différents secteurs. C'est vrai que dans le privé, dans les entreprises privées, avec les solutions qui existent aujourd'hui au niveau des banques ou avec des solutions de placement comme dans les fonds communs de placement et autres, c'est des personnes qui sont sensibilisées sur ces solutions, font ces choix. Mais aujourd'hui, pour la grande partie de la population, l'effort d'épargne est encore à faire. Un effort d'épargne à considérer. Et pour vous, Madame Nadège? Moi, de plus en plus, je pense que les Africains sont très sensibles à l'épargne. On a eu des exemples récemment où de plus en plus de gens se sont investis dans des véhicules, formels ou non, et ces véhicules ont mobilisé beaucoup d'épargne. Donc, en réalité, c'est moins pour moi la question de est-ce que les gens sont sensibles, plutôt que celle de savoir si les gens ont des solutions d'épargne adaptées à leur situation. Là où je rejoins Constant, c'est que les gens ont besoin de solutions, mais les gens ont des problématiques à court terme qu'ils ont besoin de résoudre. Donc, assez souvent, l'épargne est faite pour du court terme, alors qu'il y a des moyens et il y a des véhicules pour aller du court au long terme en passant par le moyen terme. D'accord, merci. La culture d'épargne n'est pas encore aussi vulgarisée qu'on le voudrait, dans la mesure où on a toujours rencontré des personnes de ma position de conseillère. Tu rencontres des personnes qui sont qui s'abstiennent parce qu'ils se disent que c'est des solutions pas à leur portée, ils n'ont pas encore connaissance véritablement des tenants et des aboutissants, de ce dans quoi ils viennent investir. Et ce qui fait que, bon, et aussi, au-delà de ça, il y a l'aspect émotionnel. Ils sont beaucoup sensibles au fait que les parents viennent raconter des problèmes, donc il faut décaisser. Ce qui fait que, bon, pour eux, l'épargne n'est pas aussi poussée comme on le voudrait. Ouais. Donc, ils épargnent, mais ce n'est pas vraiment une épargne qui tient dans le temps. Donc, c'est juste mettre de côté, mais sans but, comme je disais au début. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faudrait que ce soit affilié à un but. Donc, ici, pour l'Afrique, je dirais que le travail à faire reste plutôt un travail sur l'intelligence émotionnelle liée à l'argent. Il faudrait qu'on crée des contextes de discussion plutôt sans tabou autour de l'argent. Et il faudrait qu'on multiplie les initiatives comme celle avec NCA aujourd'hui pour que l'argent ou bien l'épargne soit démystifiée et que les populations soient de plus en plus familières avec les concepts et qu'ils puissent mieux comprendre les problématiques. D'accord, donc il y a une dimension objective. Pourquoi j'épargne? Dans quel but? Ou pour qui? Et il y a la dimension émotionnelle. Comment est-ce que je perçois l'argent? Comment est-ce que je perçois l'épargne? Donc justement, vous avez parlé de culture de l'épargne. Comment, selon vous, et cette question est adressée à tous les trois, comment, selon vous, on pourrait faire pour instaurer cette culture de l'épargne auprès des citoyens en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire? Madame Nadège? Ma première réponse qui me vient tout de suite, c'est qu'il faut parler d'argent à l'école.
Jusqu'à présent, Mhm. de la maternelle jusqu'en terminale, et même pendant les cycles universitaires, on ne parle pas d'argent. Ouais. Résultat des courses, on se retrouve des fois avec des adultes qui Mhm. n'ont pas appris à gérer l'argent. Donc, qui peuvent avoir des postes importants, Mhm. mais qui ne savent pas comment gérer un salaire, qui ne savent pas comment gérer l'argent. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est de parler d'argent. Déjà au tout jeune, Oui. et pendant tout le cursus scolaire, il faut apprendre aux jeunes gens Oui. à gérer de l'argent. Ça Ça va être devrait vraiment être, une première étape Mhm. qui va permettre déjà de vulgariser ce sujet et d'en parler sans tabou, comme elle disait tout à l'heure, et de permettre à tout le monde d'être à l'aise Mhm. avec le sujet de l'argent qui est problématique. Justement, je me rappelle qu'à l'école primaire et au collège, parler d'argent même parmi ses camarades ou en classe, c'était pas très bien vu. Donc, je pense que si on avait eu cette éducation financière, même à l'école, franchement, je n'ose même pas imaginer à quoi est-ce que nos sociétés allaient ressembler. On allait tous être des millionnaires peut-être, Probablement. je ne sais pas. Et vous, monsieur Constant, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense qu'à court terme, en tout cas, Mhm. c'est vrai, je suis d'accord avec l'éducation financière qui doit commencer le plus tôt possible. Mhm. Mais aujourd'hui, les populations qui existent doivent également être sensibilisées sur l'épargne. Donc cela peut se faire. On a initié récemment des solutions pour justement innover en termes de produits d'assurance à proposer à nos clients. Et organiser par exemple des focus group reste pour moi une très bonne solution. Donc appeler des personnes ou des populations cibles pour nos différents produits à des réunions, à des discussions Oui. autour de l'épargne, autour par exemple de la retraite, parce que quand on épargne, en tout cas l'épargne longue, c'est pour préparer la retraite. Donc ces sujets-là, on en discute, ou de l'épargne pour financer des projets. Donc appeler ces personnes-là à des séances de discussion pour se mettre d'accord sur des objectifs d'épargne et à partir de là, élaborer des solutions en termes de produits à leur adresser. D'accord. Donc, il faut des produits sur mesure qui répondent aux besoins court terme, moyen et long terme Exactement. des citoyens. Et pour vous, Madame Anne-Flora? Alors, moi, en fait, dans ce contexte-là, je dirais que il faut aller au-delà de... Enfin, c'est vrai, il faut intégrer toutes les parties prenantes dans la conception des solutions. Mais au-delà, il faut que, en fait, on puisse parler d'argent sans tabou. Vraiment, je reviens là-dessus, que ce soit dans les familles surtout, parce que c'est de là-bas que viennent tous les problèmes, en fait. Oui. Donc, si on arrive à briser les tabous autour de l'argent dans les familles, ensuite dans les écoles, je pense qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises par la Banque centrale dans ce contexte-là. Donc, je pense que tout doucement, on évolue. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on continue d'organiser des événements qui réunissent les populations cibles afin de les écouter, comme M. Constant l'a dit tout à l'heure, et d'intégrer des solutions vraiment accessibles, adaptées à leurs besoins surtout. Parce que ça ne servira à rien d'avoir des produits qui répondent pas à leurs problématiques. Madame Nadège, est-ce que vous pensez que si Christelle avait été accompagnée par les institutions financières, elle aurait fait des choix différents? Tout à fait. Elle aurait eu accès à des solutions adaptées pour elle et elle aurait certainement fait des choix différents, notamment en matière de sécurité de ses avoirs. Elle aurait eu plus d'informations. Quand on prend les produits qui sont vendus par les compagnies d'assurance ou qui sont présentés, elle a pour ces problématiques pas mal de produits qui lui permettent justement de se mettre à l'abri de certaines situations. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de l'influence de l'environnement. Est-ce que vous pensez que d'elle-même, elle serait allée chercher ces moyens-là, ou est-ce qu'il y aurait une réticence en général pour un profil tel que le sien? En l'état actuel des choses, on peut dire qu'il y aurait une réticence parce que Christelle se dit sûrement qu'en allant vers une institution financière, non seulement ça va être compliqué de comprendre ce qu'on dit, elle peut penser qu'elle n'aurait pas facilement accès à ces fonds le jour où elle en aura besoin. Donc, il y a quand même quelques réticences, quelques sujets pour lesquels ce type de population ne vient pas vers les institutions financières. Au-delà de ça, il y a aussi la question de dire c'est peut-être pas pour nous parce que c'est présenté dans un langage quelquefois qu'ils ne comprennent pas. Oui. Et mea culpa, on a fait l'exercice, nous, chez NCA, de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas le langage adapté. On travaille vraiment sur le langage, un peu plus de transparence, d'accessibilité, de simplification de nos produits. Merci beaucoup à tous les trois pour vos inputs précieux. À travers cet échange et l'histoire racontée de Christelle et de Rachel dans le dossier sans filtre, nous savons qu'il est important d'avoir des produits d'épargne et d'épargne en assurance, que nous explorerons plus tard,
qui sont vraiment faits pour différentes couches de la population, différents objectifs et différentes personnalités. Maintenant que nous avons les bases de l'épargne, approfondissons la thématique du jour, épargne en assurance, gagnant ou perdant. Cela sera fait tout de suite dans la rubrique numéro 2, le micro des experts. Quelles sont, d'après votre expérience, les raisons qui poussent les personnes que vous accompagnez à épargner aujourd'hui? Je laisse la parole à Madame Anne-Flora. Alors, merci. En général, les personnes ont des raisons universelles, hein. Donc, vouloir anticiper, bâtir un projet ou se protéger. Donc, de façon concrète, ça donne une maman qui a envie de financer les études de son enfant à terme. Ça donne un entrepreneur qui veut ne pas subir les coûts de la vie. Ça donne un couple qui veut simplement prévoir leurs vacances. Donc, les raisons sont vraiment multiples. D'accord. Et vous, quelle est votre perception, votre Mais expérience? c'est presque la même chose. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est surtout de l'épargne pour des projets d'investissement. D'accord. Alors, très souvent, c'est vague, hein. Ce n'est pas des investissements précis, mais l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour un jour investir ou acheter un bien. Donc, nous avons beaucoup de ces cas-là, mais également épargner pour la retraite. Dans les clients que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui épargnent pour la retraite. D'accord. Vous avez récemment publié un livre, L'essentiel de l'assurance vie. Est-ce que à l'intérieur, vous y donnez quelques gemmes justement par rapport à l'épargne? Quand on veut épargner, quelle est la première chose à laquelle on devrait penser selon vous? Effectivement, dans le livre, je reviens énormément sur les solutions d'épargne et la place de l'épargne justement dans la vie d'un ménage, dans la vie d'un couple, même d'une personne. Comment faire en sorte que cette protection financière, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Oui. on puisse mettre cela en place. Éviter qu'en cas de coup dur, on soit sans ressources. Éviter que lorsque les enfants, par exemple, commencent à faire des études, se retrouvent sans ressources, ou alors des personnes même qui travaillent aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou des personnes qui sont à leur propre compte, à partir de l'instant où vous ne pouvez plus travailler parce que atteint par l'âge de la retraite, pouvoir continuer d'avoir des moyens de subsistance. Et donc, c'est cela que je reviens dans le livre pour sensibiliser les populations davantage sur les besoins d'assurance, quels que soient les objectifs qu'on a. D'accord. Merci beaucoup et on y reviendra. Et vous, Madame Nadège? Mais moi, lorsque j'ai découvert l'assurance vie, je pense que j'ai réalisé vraiment ce que c'était l'épargne. Tout simplement parce que lorsqu'on épargne simplement sans but, comme disait Anne-Flora, on a tendance à y revenir régulièrement pour puiser pour des aléas qui arrivent en cours de vie. L'assurance vie éduque à épargner pour un but. En général, on vient à l'assurance vie pour la retraite, pour un projet précis, ou pour les études des enfants. Et lorsqu'on a ce type de but, on s'y tient en général. Et ce qui se passe, c'est que l'assurance vie permet d'aller pas à pas, petit à petit, sans trop de stress, justement. Et à la fin, on est surpris de réaliser qu'on a atteint son objectif d'épargne. D'accord. Parce qu'on a été constant. On a été discipliné. constant et on n'a pas de stress à épargner, justement, parce que c'est vraiment pas à pas qu'on est accompagné dans notre démarche d'épargne. D'accord. Alors, j'ai une question pour nos deux DG ici présents. L'épargne en assurance est souvent perçue comme un produit assez technique. Pouvez-vous nous expliquer simplement quelles sont les grandes différences entre une épargne classique et l'épargne en assurance? Pour moi, l'épargne en assurance, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très technique. Oui. Il s'agit de mettre de l'argent de côté. On peut mettre cet argent de côté de plusieurs façons. Soit de façon mensuelle parce qu'on est salarié, Oui. trimestriel ou de versement ponctuel. Mais l'objectif derrière, c'est vraiment d'épargner, de mettre de l'argent de côté avec un objectif précis. Et c'est peut-être ça la différence entre l'épargne en assurance et puis les autres formes d'épargne. On épargne pour préparer un investissement, on épargne pour préparer le financement des études supérieures des enfants ou on épargne pour sa retraite. Mais à la fin de la journée, il s'agit de se dire qu'on a mis de l'argent de côté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes. Quand vous interrogez même des salariés qui ont des niveaux de revenus très, très importants, quand vous leur demandez, vous en êtes où en matière d'épargne? Pour ceux qui ont un contrat d'assurance, très souvent, ils ont de l'épargne. Mais les autres, ce n'est pas évident. D'accord.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a plus de personnes qui ont tendance à s'assurer automatiquement à un certain niveau ou pas du tout? Alors, aujourd'hui, la majorité de nos portefeuilles se constituent de salariés du privé, mais aussi des fonctionnaires qui souscrivent à nos produits d'assurance. Et puis, un point important que j'aimerais préciser, en assurance, vous choisissez votre bénéficiaire. C'est un point important. C'est-à-dire que dans votre contrat, vous désignez une personne, soit vous-même si vous êtes en vie, pour bénéficier de votre capital ou de votre rente, ou alors une autre personne, si vous n'êtes pas là, qui bénéficie de l'épargne ou de l'argent que vous avez mis de côté. Et c'est un point qui est très important. Et vous, Madame Nadège? Je voudrais dire avant tout, et dire à tous ceux qui nous écoutent, Oui. que l'assureur est votre meilleur ami. Il faut que véritablement on le retienne. Contrairement à ce qu'on pense, l'assureur est votre meilleur ami. Et il faut compter sur lui, justement, là où tous ceux qui nous entourent ne sont pas capables d'assurer. Je vous donne un exemple simple. Lorsque on a toute la force de l'âge, quelqu'un qui a toute la force de l'âge peut se battre pour ses amis, pour ses parents, pour ses proches, pour ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Qui assure la survie de nos enfants? Qui s'occupe de nos parents? Qui veille sur nos époux, nos épouses? Et c'est à ce moment-là que l'assureur intervient. L'assureur est là pour vous dire, pendant que vous êtes encore là, je vous aide à épargner. Mais lorsque vous n'êtes plus là, je suis encore là pour veiller aux études de vos enfants, pour veiller à ce que votre époux, votre épouse ou votre conjoint, tout simplement, ne manque de rien et reçoive ce que vous avez prévu pour lui. Et c'est ça le rôle de l'assurance vie. De façon très basique et de façon très simple, je dirais que nous sommes les meilleurs amis de tout le monde. Vous êtes nos anges gardiens. Exactement. Une fois qu'on se rapproche de vous et qu'on prend cette décision. Alors, Madame Yadi, j'ai une question pour vous. Quelles sont les premières attentes ou les peurs que les personnes que vous accompagnez expriment en matière d'épargne, surtout sur le long terme? C'est une très belle question. Parce que déjà, parlons de peur. Ils ont peur du futur, qui est incertain. Ils ne maîtrisent pas vraiment la problématique de l'épargne sur le long terme. Ils craignent déjà pour leur propre vie parce qu'ils ne savent pas s'ils seront là à terme. Mais leurs attentes, on va plus aller sur les attentes. En termes d'attente, ils attendent de comprendre les produits disponibles. Ils attendent de savoir qu'est-ce qui arrivera au cas où il survient un imprévu, donc notamment le décès. Qu'est-ce qui arrivera pour leur argent? Qu'est-ce qui arrivera à leur descendance? Est-ce que l'argent sera correctement reversé? Et est-ce que, par exemple, l'ayant droit ayant été désigné, est-ce qu'ils pourront être à l'aise comme ils avaient prévu, en fait? C'est plus ça. Donc, c'est plus des soucis par rapport à la situation, les « et si », est-ce que j'en suis Ouais, capable, beaucoup de questions. est-ce que je pourrais être là Donc, pour en en fait, c'est une profiter, solution pour répondre voilà. à tout ce qui est et si. Que des « et si ». D'accord. Une question pour nos deux DG, cette fois-ci. En termes très simples, quel est l'objectif de l'épargne en assurance? Est-ce que c'est de protéger avant tout? Est-ce que c'est de faire fructifier? Est-ce que c'est de prévoir financièrement l'avenir ou est-ce un mélange des trois? Je pense un mélange des trois. Un mélange des trois. Il s'agit de mettre de l'argent de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des besoins futurs. Mais il s'agit de protéger la famille, protéger ses ayants droit, protéger les enfants et faire en sorte qu'en cas de coup dur, on ne soit pas à la rue. Mais également, le taux d'intérêt est important. C'est-à-dire que cette possibilité de faire fructifier son épargne, c'est aussi un élément que nos clients nous rappellent et souhaitent savoir, notamment lors de la souscription des contrats, demander une projection de l'évolution de leur épargne d'année en année et quel est le capital qu'on leur garantit à terme. Donc, c'est vraiment les trois préoccupations qui reviennent souvent. D'accord. Et vous, Madame Nadège, est-ce que vous pensez qu'il y en a une qui prime sur les autres? Non, c'est vraiment pour ces trois objectifs-là qu'on épargne. Et sur la question de la protection, Constant en parlait tout à l'heure, et il me vient un exemple. On a récemment vu ici en Côte d'Ivoire l'exemple d'un célèbre footballeur qui est décédé trop tôt et pour qui il y a eu un certain nombre de problèmes après son départ. Quand on a vu la situation, la première chose que je me suis dite, si c'était à refaire, je lui aurais conseillé, s'il était devant moi, de faire une assurance pour ses proches qui voulaient protéger, mais qui n'étaient pas forcément ses ayants droit. Donc, on a la possibilité de protéger non seulement les proches ayants droit, mais on a la possibilité aussi de protéger d'autres personnes, comme ses parents,
comme ses amis, qui peuvent être très chers, toute personne qui nous tient à cœur et à qui on veut léguer quelque chose, à qui on veut laisser quelque chose, on a la possibilité, avec l'assurance, de faire ce choix-là, de dire j'ai envie d'investir ou d'épargner pour telle ou telle personne. Là aussi, l'assurance est. Donc, on peut protéger tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, que ce soit prévu légalement ou non. Merci beaucoup. À quel moment peut-on dire que le client est gagnant avec une épargne en assurance? Et je vous invite, vous qui nous regardez, à bien écouter la réponse à cette question, car c'est avant tout pour vous. Monsieur Constant, quelle est votre réponse à cette question? On a tout à l'heure parlé d'objectifs d'épargne. Je pense que c'est vraiment clé. Lorsque vous épargnez pour financer les études supérieures de vos enfants, la joie de recevoir son chèque chaque année à la rentrée scolaire, au moment où l'enfant commence ses études supérieures, je pense que sans être obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs ou de s'endetter, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que l'assurance est importante. Donc, recevoir régulièrement son chèque à la rentrée scolaire pour payer les études supérieures de l'enfant, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On parle également de retraite. Si vous allez à la retraite, que votre retraite de base ne suffit pas et que votre assureur vous garantit une rente qui est payée régulièrement, cela constitue également un moment de joie et un moment de victoire au niveau des assurances. Vous savez, nous avons également des produits qui permettent de faire la jonction entre la fin de carrière et le début de la pension, de la retraite, qui des fois peut mettre un peu de temps à se mettre en place. Donc, on a des produits qui permettent d'avoir un revenu mensuel régulier entre la fin de l'activité professionnelle et le début de la perception de la pension de retraite. Donc, c'est vraiment en ce moment-là qu'on se rend compte qu'effectivement, on a fait les bons choix en matière d'assurance. Donc, selon vous, le client est gagnant à partir du moment où, à des moments clés de sa vie, il voit que l'assurance a été là. L'assurance a payé. Exactement. Et l'assurance a été un bon investissement. Et pour vous, Madame Nadège? Moi, je vais juste étayer les propos de Constant qui a vraiment tout dit sur la question avec deux exemples. Il y a quelques années, on avait un assuré qui s'arrachait les cheveux quasiment parce qu'il ne savait pas comment payer les études de son fils qui venait d'avoir le bac. Et après la fête du baccalauréat, les vrais problèmes commencent pour les parents. Et il s'est souvenu qu'il avait 18 ans. Il avait souscrit à un contrat d'assurance. Donc, il ne s'était pas rendu compte que les mensualités continuaient à passer parce que pendant ce temps, son salaire avait évolué. Donc, il ne sentait pas forcément les mensualités passer. Et il s'est souvenu un matin. Donc, il m'appelle très tôt le matin à 7 heures. Il me dit, mais il me semble que j'ai un contrat chez vous. Et donc, je fais le point et je me rends compte qu'effectivement, son contrat est quasiment à terme et qu'effectivement, il épargnait suffisamment pour garantir les premières traites de la scolarité de son fils. Mais il était d'une joie indescriptible parce qu'il se disait, mais je n'avais aucune idée de comment dire à l'enfant que je n'étais pas prêt pour assurer ses études. Donc, là, tout de suite, on sent l'importance de notre travail. J'ai un autre exemple qui n'est pas forcément un exemple d'épargne, mais qui montre ce que l'assureur peut faire. Un jour, un assuré vient me voir et il me dit je trouve qu'on a trop de charges. Par exemple, quand je prends un prêt à la banque, on me prend une hypothèque. Après, on me prend d'autres, je fais un compte bloqué. Et en plus, on vient rajouter l'assurance. Moi, je trouve que l'assurance est de trop. Et je lui ai dit oui, tu peux le voir ainsi. Mais imagine, je touche du bois, et imagine que tu n'es pas là demain. Qu'est-ce que tu souhaites? Que la banque reprenne la maison parce que tu n'as pas fini de la payer? Ou que quelqu'un se substitue à toi pour permettre à tes enfants de vivre dans une maison et de vivre paisiblement? Il m'a dit, bon, naturellement, je préfère que mes enfants gardent la maison. Je dis, bon, c'est pour ça que tu payes une prime d'assurance. C'est pour que l'assureur se tienne prêt à tout moment, parce qu'on ne sait jamais quand cela arrive, que l'assureur se tienne prêt pour t'accompagner. Donc, on a quelquefois des exemples comme ça qui montrent à quel point. Et l'assurance est intéressante au moment où on arrive à la fin. En général, on n'aime pas trop payer. Et donc, au moment où on paye, on a l'impression que l'assurance ne sert à rien. Mais lorsqu'on atteint l'objectif pour qu'on s'est assigné,
ou lorsqu'il arrive un aléa, à ce moment-là, on est bien content de dire « Ah oui, j'ai eu raison de faire ça ». Voilà. Et cette histoire est la réalité de beaucoup de personnes, je pense, en Afrique et peut-être ailleurs dans le monde. Je suis sûre que cette personne était très contente d'avoir pris la bonne décision des années auparavant. Et comme vous le dites, c'est à la fin que l'on récolte les bons fruits de nos bonnes décisions. Alors, Monsieur Constant, au Togo, comment est-ce que vous encouragez les populations, surtout les femmes, particulièrement celles issues de secteurs informels, à sécuriser leur épargne en se tournant vers des solutions d'épargne en assurance? Alors, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. De plus en plus, nous faisons des focus group avec les populations cibles. Donc, on les appelle dans nos bureaux et on discute avec elles sur leurs problématiques. Et à partir de là, nous mettons en place des solutions adaptées. Nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui un produit qui s'appelle, alors en langue Mina, Gajojo. Ça s'assimile un peu à de la tontine, d'une certaine façon. C'est une des garanties du produit. Donc, c'est un produit qui est scindé en deux. Lorsque vous souscrivez, il y a une partie qui sert à financer, à épargner pour le long terme, et il y a une partie qui fonctionne un peu comme un porte-monnaie, qui, lui, cette partie-là est accessible à court terme ou à moyen terme. Donc, ça permet d'apporter une solution aux femmes qui très souvent épargnent dans les tontines pour financer des projets à court terme. Donc, c'est le volet tontine du produit. Et puis, le volet long terme pour des besoins un peu plus importants sur le long terme. Donc, ce genre de solutions, nous les mettons en place régulièrement, mais c'est aussi à travers vraiment cette proximité avec la population. De plus en plus, nous essayons de mettre en place des choses avec elles, co-créer ensemble des solutions, plutôt que de créer des solutions et aller les placer auprès de nos clients. Merci. Et je voudrais rajouter juste un petit point, c'est qu'il existe des solutions d'assurance pour tous les portefeuilles. Contrairement à ce qu'on pense que l'assurance c'est cher, mais avec 500 francs, on peut déjà commencer à faire un produit d'assurance. Donc c'est important effectivement qu'on continue à travailler auprès des populations pour leur dire ce qui est disponible pour elles. Parce que beaucoup pensent que ça n'existe pas, beaucoup pensent qu'il n'y a pas de solution pour eux, mais on peut garantir qu'il y a des solutions pour chaque personne qui est désireux d'épargner. Après avoir décrypté l'épargne en assurance, nous passons désormais à Assurance décodée, notre troisième rubrique qui laisse la parole aux experts afin de donner leurs recommandations en termes de produits d'assurance suite à l'histoire de Christelle et Rachel qui nous a été racontée pendant le dossier sans filtre. Madame Yadi, pour vous, à quoi devrait ressembler une bonne solution d'épargne? Alors, pour moi, la solution la plus intéressante en termes d'épargne, en termes de produits d'épargne, ce serait un produit accessible, disponible et qui répond vraiment à la problématique des personnes. De façon très concrète, c'est des produits qui ne froissent pas lorsqu'il y a un rachat, des produits qui sont clairement expliqués en long et en large aux clients, des produits sur mesure surtout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sur mesure pour le client et bien expliqué. C'est ça. J'ai une question pour Madame Nadège. Par rapport à Christelle, si elle était venue vous voir avant de participer à l'épargne collective dont nous avons parlé plus tôt, dans sa communauté, quel produit auriez-vous pu lui recommander à ce moment-là pour réaliser son projet d'envoyer sa fille à l'université plus tard? Je pense tout de suite au produit NCA Études, qui est un produit qui est peut-être méconnu des populations, mais qui est un produit exceptionnel parce que tout simplement, il permet non seulement d'épargner sereinement à son rythme pour les études supérieures de son enfant, mais aussi il permet de prévoir ces études-là quand on n'est plus là. Donc, même quand on a payé la première prime d'assurance et qu'un décès survient, l'assureur se charge d'assurer les études de l'enfant jusqu'au terme. Donc, c'est vraiment un produit d'exception. Et j'aurais tout de suite conseillé à Madame Christelle de souscrire à ce produit-là. Et pour ceux qui me regardent, si vous pensez à l'avenir universitaire de vos enfants, comme l'a expliqué Madame Nadège, il n'est pas trop tard pour recourir à ce produit de NCA Assurance. Il faut le faire très tôt. Très tôt. Quand l'enfant rentre en maternelle, sinon même quand il vient à peine de naître, ça permet d'avoir des mensualités très basses et permet d'épargner à son rythme.
pour éviter des situations dans lesquelles, au moment venu, vous devez annoncer à l'enfant qu'il ne pourra pas aller à l'université, ne pourra pas poursuivre ses études, autant assurer l'avenir en investissant dans des produits d'assurance tels que l'assurance études de NCA, par exemple. Pour Monsieur Constant, quelle solution d'assurance vie concrète est-ce que vous proposez pour toucher des femmes comme Rachel et Christelle? Alors, avant de répondre à cette question, je dirais que quand on va déclarer l'enfant à la mairie, à la naissance, la deuxième étape, c'est passer chez son assureur pour mettre en place un contrat d'assurance études, parce que ça, c'est Effectivement. vraiment important. Ouais. Vous savez, on a plusieurs solutions, effectivement. La solution la plus large, c'est le NCA Épargne Projet. D'accord. Épargne projet selon le projet que vous avez. Donc, celui qui a un projet de construction de maison dans horizon 10 ans, celui qui a un projet d'investissement horizon 7 ans ou plus, celui qui a un projet de financement plus important ou de création d'entreprise. Donc, quel que soit votre projet, vous pouvez souscrire à NCA Épargne Projet. C'est vraiment la solution la plus large et qui permet de répondre aux préoccupations de chaque personne. D'accord. Le projet peut concerner une personne. Donc, par exemple, si aujourd'hui on a un enfant et qu'on décide donc de choisir ce plan d'assurance, on déverse une certaine somme par mois. C'est ça. Et à un moment donné, l'enfant, quand il grandira, aura le choix de ce qu'il veut faire avec la somme en question. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être D'accord. vous-même. Vous avez envie de créer une entreprise, de financer quelque chose ou plus tard de vous associer à des personnes pour monter un projet. Oui. Donc oui, c'est une solution d'épargne qui est tout à fait intéressante. D'accord. Je me rends compte aussi qu'on a beaucoup parlé de solutions d'assurance individuelle, mais il faut savoir aussi que l'épargne existe au niveau des entreprises, notamment lorsqu'on parle de retraite complémentaire. Vous savez que de plus en plus dans nos entreprises, on se rend compte que la retraite de base est largement insuffisante. Et donc, beaucoup d'entreprises mettent en place des solutions d'épargne qui sont gérées par des assureurs qui permettent de garantir un complément de revenus lorsqu'on va à la retraite. Donc ça aussi, c'est un point important quand on parle d'épargne. D'accord. Merci beaucoup. Pour terminer cette troisième et dernière rubrique, j'ai une question d'autoréflexion pour vous. Pour vous, qui doit être en charge de l'éducation à l'épargne, à l'assurance et à l'éducation financière des jeunes? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est le jeune lui-même qui doit être assez curieux pour poser des questions? Voilà. Comment est-ce que vous percevez la chose? Je me lance. Oui, Ah, allez-y, ok. madame. D'accord. Moi, je dirais que c'est un peu de tout ça. Mhm. Mais moi, mes souvenirs de première éducation financière, ça a été fait par ma mère, tout simplement, qui est une experte en éducation financière, même si elle n'a pas fait des études de finance, mais qui a appris à gérer de petits budgets très tôt, au décès de mon père. Et elle a une réflexion qui me revient de façon permanente et qui m'a suivie tout au long de mon parcours. C'est qu'elle disait, même quand on gagne 10 francs, on peut épargner 5 francs. Donc, l'épargne n'est pas faite pour les riches uniquement. L'épargne est faite pour toutes les personnes qui commencent à avoir un revenu et qui sont soucieuses de ce qu'elles vont faire demain. Donc, il n'y a pas de limite à dire non, je ne gagne pas suffisamment encore pour épargner. Il faut commencer à épargner dès qu'on commence à travailler, dès qu'on a une source de revenus, justement pour pouvoir avoir ces mécanismes-là et être plus à l'aise quand on a plus de fonds. Donc, je dirais que c'est tout le monde. Et moi, dans mon exemple, vraiment, ça a été les parents, et ensuite l'école, et ensuite les amis et toute la société. Donc, les parents ont aussi un grand rôle à jouer. Merci beaucoup. Je pense que je vais suivre Madame la DG. Oui. En fait, je pense que c'est dans le même contexte. Je pense les parents d'abord, parce que quand on apprend depuis le bas âge à son enfant comment il doit s'y prendre avec l'argent au fil des ans, on a forcément un adulte demain qui est plus avisé et qui fait des choix éclairés pour lui-même déjà et pour sa famille à venir. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect personnel. Dans mon cas, j'ai appris à épargner toute seule, entre griffes. Pourquoi toute seule? Parce que j'étais beaucoup curieuse. J'aimais voyager. Donc, je me suis dit, écoute, les parents payent déjà les études très chères. Si tu veux te promener comme tu veux, autant mettre tout de suite de l'argent de côté. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les produits d'assurance projet. Oui, des assurances projet, assurance épargne projet. Et après, je suis très curieuse. Donc, je pense que les jeunes en eux-mêmes aussi doivent apprendre à chercher l'information. Et enfin, il y a les institutions, les organismes à but non lucratif
qui peuvent mener les campagnes de sensibilisation pour que les jeunes ou les populations dans l'entièreté soient plus avisées en fait, en prenant de l'âge. D'accord, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et vous, Monsieur Constant? Alors, je pense qu'en plus de ce qu'ont dit les deux autres panélistes, il est important que l'État soit plus présent. Des solutions existent déjà, mais ça serait bien qu'il y ait davantage de sensibilisation. Et puis, pour certaines populations, peut-être mettre en place des caisses de retraite spéciales pour que ces populations se sentent concernées. Il est important que l'épargne ne soit pas mobilisée uniquement pour les salariés ou les fonctionnaires, mais également que toute la population, quel que soit le niveau d'activité ou son domaine d'activité, puisse également bénéficier de ces solutions d'épargne pour préparer les vieux jours. Merci beaucoup pour vos différents partages d'expériences, pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui dans cet épisode. Nous sommes à la fin de ce deuxième épisode du podcast NCIA 5 sur 5. Il n'y a pas de petit montant pour épargner. Tout le monde peut le faire à son échelle. L'assureur est votre ange gardien, voire votre meilleur ami, à partir du moment où vous décidez d'aller vers lui, de vous éduquer et vous renseigner sur les différents produits d'assurance et de le laisser vous aider à planifier l'avenir, à mettre vos proches et vous-même à l'abri, à réaliser vos projets et à planifier pour vos vieux jours. En attendant, je vous invite à souscrire à des produits de NCIA Assurance Vie en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans la sous-région. À très bientôt. NCIA, le vrai visage de l'assurance.